Rebienvenue dans la deuxième partie de cette entrevue avec Philippe Kyprianou. Oh my God, la première partie était de la bombe, mais attends de voir qu'est-ce qui s'en vient. Je fais beaucoup de pub Facebook dans la vie, mais là, Phil m'a donné un truc et depuis que j'ai enregistré l'épisode, je l'utilise toujours. Si tu n'as pas écouté la première partie, je te conseille d'aller faire ça tout de suite. Philippe explique comment il a fait pour faire passer son commerce en ligne de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en 8 mois. Donc, on parle de la logistique, du marketing, des défis qui viennent avec ça, des outils qu'ils utilisent, bref, du très, très bon contenu pour n'importe qui s'intéresse au commerce en ligne. Dans la deuxième partie, donc dans cet épisode, on parle principalement de marketing par courriel et de publicité Facebook. Entre autres, comment Philippe a été capable de générer 75 000 leads pratiquement gratuitement. J'aimerais ça que tu réfléchisses à quelqu'un de ton entourage, quelqu'un que tu connais qui fait de la publicité Facebook ou qui fait du marketing par courriel. Pense à cette personne-là en écoutant l'épisode et si tu trouves que c'est pertinent, fais-lui découvrir cette entrevue. Alors, comme toujours, les notes de l'épisode vont se retrouver sur le site de latranchée.com/podcast. Alors, sans plus attendre, voici la fin de ma rencontre avec Philippe Kyprianou. Super, écoute, j'aimerais qu'on change un peu de cap et qu'on parle plus précisément de publicité Facebook et de marketing par courriel. Donc, pour tous les membres de la tranchée qui écoutent présentement, j'aimerais juste te dire qu'on a 2 cours en ligne qui sont offerts gratuitement. On a une introduction au marketing par courriel et une introduction au marketing par Facebook. On a aussi 2 formations plus avancées sur les mêmes sujets. Mais si vous n'avez pas fait les introductions, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder de ça. Encore une fois, c'est inclus dans l'abonnement, ça ne coûte rien de plus. Donc, on va retourner à nos moutons. J'ai écouté une entrevue de toi, Phil, sur YouTube où tu expliques comment est-ce que tu as pu récolter à peu près 75 000 leads quasiment gratuitement à l'aide d'un quiz sur Facebook. Donc, dans cette vidéo, tu décortiques tout le processus. On ne va pas tout regarder qu'est-ce que tu as fait. C'est super bien fait. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Et si vous êtes curieux, le sondage a été fait avec Thrive Leads, une compagnie avec laquelle on est affilié. Je vais aussi mettre un lien dans les notes. Mais fait que ça, on va pas, je veux pas que tu décortiques étape par étape tout ce que tu as fait, mais est-ce que tu peux nous faire un topo rapide de la stratégie que tu as employée? Ouais, en fait, l'objectif toujours est de trouver des façons d'acquérir des clients le plus, je dirais pas le plus cheap possible, là, mais le plus efficace possible. Et ça reste tout autant ciblé dans le fond. La grosse problématique souvent quand on veut acquérir cheap, comme on dit, c'est que ça va être un peu plus large que notre audience. Donc, il fallait trouver une solution un peu qui sort un peu du traditionnel dans le fond, où on pouvait engager beaucoup des gens qui étaient reliés à notre brand, à notre niche. Et c'est là où je suis tombé en fait sur le modèle de quiz dans le fond. Pour vous rappeler, moi j'ai fait beaucoup de lead generation dans le fond pour des compagnies d'assurance dans le passé, donc j'étais très familier avec le modèle. La grosse différence, c'est que moi à l'époque, je vendais les leads bruts, comme on dit, directement aux clients, donc c'était à eux de faire la filtration, disons, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, c'est que moi, je dois m'occuper de ça. Donc, je dois les filtrer, mais je dois aussi les convertir en vente. Donc, le challenge est d'autant plus grand. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans Facebook, si on prend l'état d'esprit des gens quand ils sont sur Facebook, premièrement, c'est pas d'acheter. T'sais, on n'est pas sur Facebook pour acheter en ligne. On est sur Facebook pour s'amuser, voir des articles, parler à nos amis, etc. C'est vraiment ça l'état d'esprit. Des fois, quand on voit une pub, ben oui, peut-être on va être sur un mode d'achat parce que on tripe vraiment, on veut pas manquer l'opportunité. C'est vraiment de l'achat par impulsion. Mais moi, ce que je cherchais, c'est d'avoir des gens qui sont entre les deux ou qui peuvent devenir des futurs consommateurs chez moi et où je peux acquérir vraiment à faible coût. Et le modèle de quiz est parfait parce que le modèle de quiz, c'est un jeu. Et comme on disait, les gens sur Facebook sont là pour s'amuser, passer du temps. Et j'ai fait beaucoup de concours aussi dans le passé. Puis le problématique avec le concours, c'est que autant tu dis tu peux gagner, autant tu dis il y a peut-être une gamique en arrière. Tu sais, c'est jamais trop sûr. Tu sais, gagner une croisière aux Caraïbes, gagner une Mercedes, gagner whatever, ça a l'air toujours trop gros pour être vrai. Fait que le quiz,
ça reste encore très simple. C'est un jeu. T'as pas vraiment d'engagement là-dedans. Si ça te parle, donc nous, c'est un quiz sur les bikers, dans le fond. Puis c'était plutôt à quel type de biker tu te ressembles, dans le fond. Fait que, tu sais, on a des choix comme, je pense, Jack de Son of Anarchy, puis, puis plein d'autres, en fait. Là, je me rappelle plus tous les noms. Là, Les bikers reconnus. Ouais, des bikers reconnus, exactement. Puis, donc, tu sais, ça parle aux gens, tu sais, si t'es biker, t'as peut-être le goût, ou par curiosité, t'as juste le goût de savoir t'es qui, tu sais. Puis on voit des fois des trucs comme ça, c'est ce genre sur Game of Thrones, tu sais, quel personnage de Game of Thrones tu serais. Ouais. Puis tu vois, il y a toujours beaucoup d'engagement là-dessus. Fait que c'était un peu l'idée, en fait, de ce côté-là. Fait qu'on a mis ça en place, on a fait plusieurs tests. Évidemment, on drive toute la publicité sur Facebook. Et au début, bon, on avait, je te donne un exemple, on avait à peu près 17 sous du lead qu'on ramassait. Ça allait très bien, toujours un très haut taux de conversion. 8 pages, vraiment, les gens ont 8 segments à remplir avant qu'on leur demande leur courriel. Donc, on leur demande leur courriel à la fin et leur nom s'ils veulent avoir le résultat. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on les a. Et puis, on a à peu près 30% de conversion sur ce quiz-là. On payait 17 cents le lead au début, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Et au fil du temps... Ça revient vraiment pas cher. Non, c'est ça. Le clic devient vraiment pas cher. Mais on a changé un peu. On a twisté la chose. C'est comme je dis, moi, je tripe vraiment Facebook. Donc, j'essaie de regarder vraiment tous les angles, toutes les variations. Puis, ça a pris, je te dirais, quand même plusieurs mois, 3-4 mois peut-être, avant qu'on arrive à descendre le coût par acquisition à 4,5 sous l'utilisateur. Donc, on s'est ramassé à exploser le nombre de leads qu'on avait, 75 000 leads. Puis là, quand les gens ils disent pratiquement gratuitement, ben gratuitement, c'est que moi, quand les gens ils tombaient sur la page de résultats, je leur montrais une offre. En fait, j'avais une offre pour eux. L'offre, c'était un, comment on appelle ça, a key tool dans le fond en anglais. C'est une espèce de porte-clés dans le fond où il y a un tournevis, une scie, un paquet d'affaires dans le fond. Puis c'est un petit peu comme une espèce de couteau suisse dans le fond, puis tu attaches ça avec ton porte-clés. Puis nous, dans le fond, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'on te le donne gratuitement, mais tu as juste à payer les frais de shipping puis de manutention qui sont à peu près 9,95. Et les gens, dans le fond, payaient. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, tout mon investissement en publicité que j'ai mis était remboursé par l'achat de ça parce que les gens, à la fin, ils trouvaient ça donc bien cool d'avoir juste à payer les frais de manutention pour avoir ce petit outil-là qui vaut peut-être, je sais pas, 14-15$ en magasin ou un peu plus parce que c'est en stainless steel quand même, c'est une bonne qualité. Alors, dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on est rentré dans nos frais, que ça nous a rien coûté et qu'on a pu augmenter notre base de données de les courriel. gens achetaient d'autres choses en plus? Donc, non, en fait, ce qu'on avait comme option, c'était le même produit. Donc, et en upsell, ils pouvaient en acheter, si je me rappelle bien, 3 autres en plus pour un montant extra. Et s'ils ne voulaient pas, ben là, on leur donnait une autre offre. On a essayé plein d'offres, donc si les gens vont voir la vidéo, ils vont voir que dans cette vidéo-là, on faisait une promo avec une ceinture, avec un couteau dans la ceinture, un couteau qu'on s'entend qui est quand même légal. Là. La lame est plus petite que la main, etc. Donc, c'est pas supposé de choquer. Je sais qu'il y a certains États, puis on a eu la réflexion, certains États aux États-Unis que ça marche pas, etc. Mais si tu suis les bons États, il n'y a pas de problème. On l'a testé. Puis ça, c'est un exemple. Donc, le produit avait une valeur plus élevée, ça a moins marché. L'espèce de couteau suisse, lui, ça a plus marché, ça a plus marché. Donc, on essaye beaucoup de produits. Puis là, on va relancer une autre campagne prochainement où on va essayer encore un nouveau produit pour voir si on peut pas faire, en fait, beaucoup plus d'argent que juste, dans le fond, rembourser nos frais avec cette technique-là, dans le fond. Tu sais. Que ta campagne ne fasse pas juste générer des leads, mais qu'elle génère aussi un profit avec ça. Oui, exactement. Donc, l'idéal, c'est de breaker even ou faire un petit peu d'argent en mode acquisition de leads, mais aussi par la suite, ces leads-là, bien évidemment, on a une séquence courriel qui va les amener
dans un mode d'endoctrinement, dans le fond, qui va faire en sorte que les gens vont connaître la marque, ils vont savoir qu'est-ce qu'on fait, puis ça va peut-être leur donner assez le goût de dire, écoute, on va peut-être acheter une bague, on va peut-être acheter un portefeuille, Goth Rider, on va peut-être acheter un t-shirt, etc. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, l'idée d'amener de l'eau au moulin, mais pas seulement toujours en poussant un produit directement ou en poussant juste un truc de marque, mais en ayant quelque chose d'amusant en arrière aussi de l'autre côté, là, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu ça. C'est ça. Je pense que ta séquence de courriel, est-ce que tu connais ton taux de conversion? Est-ce que c'est quoi ton revenu par lead qui rentre dans cette séquence-là? Donc, en fait dans cette séquence-là précise, on avait 3% de conversion. Qui est bon, mais à mon sens, qui est pas très bon parce que on a fait beaucoup d'autres campagnes qui sont des campagnes du même type, qui sont qu'on appelle free plus shipping, dans le fond, où l'item est gratuit, où les gens ont juste à payer frais et manutention. Puis en général, on faisait à peu près le double en conversion. Donc, pour moi, c'est un indicateur que c'est bon, mais il y a de la place pour amélioration. Donc, peut-être encore, faut travailler le produit. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de tests de produits. Je sais que si j'arrive à 7% de conversion, écoute, là, c'est encore plus fun parce que la seule chose que j'ai à faire, c'est juste driver du trafic. J'ai plus vraiment de casse-tête. C'est non seulement ça rentre dans son argent, mais c'est rentable. C'est profitable à fond. Donc, on est toujours dans cette espèce d'élément-là. Puis encore là, comme je dis, l'idée, c'est de trouver d'autres angles que juste faire une promo traditionnelle pour le produit lui-même ou pour le brand, ou etc. Et il y a plein de façons de générer un coût de trafic beaucoup moins cher, puis d'aller chercher de l'acquisition de clientèle par la bande beaucoup moins cher que juste vendre un produit directement qui va te coûter des fois. Nous, notre coût d'acquisition moyen en ce moment est à 15$ environ. Pour un produit direct. Évidemment, ça varie dépendant de la moyenne du panier d'achat. Mais je te dirais que ça, si une fois que tu as acquis le client, donc par exemple, je l'ai payé 4,5 cents, ben après ça, c'est juste ma séquence courriel qui doit faire la job, là. J'ai plus besoin de faire d'autres nouvelles acquisitions de l'autre côté. Il faut juste que j'endoctrine correctement ces gens-là pour les faire acheter. Les endoctrines, j'aime bien l'expression. On va les brainwasher. Ils vont tous s'acheter des WC. Ils vont tous s'acheter des... Exactement. Justement, cette séquence-là, je sais pas, comment est-ce que tu montes tes courriels? Est-ce que tu as plusieurs façons de faire tes infolettes? Il y en a qui vont faire ça super beau avec des beaux visuels. Moi, je fais quasiment juste du texte avec plus un aspect copywriting. C'est quoi l'angle que tu utilises pour faire tes séquences de courriel? Ben, en fait c'est un mix des deux, je te dirais. Je cherche pas nécessairement la beauté, je cherche que les gens, au moins, premièrement, ils sachent de qui ça vient. Parce qu'on a fait beaucoup de tests, puis tu sais, des beaux emails, ça veut absolument rien dire. Moi, je reçois des tonnes d'emails emails dans ma boîte, là, puis la plupart, je clique pas, puis il y en a qui sont très beaux, mais le message, on le voit pas. Parce qu'il y a trop d'images, puis on voit pas le message, tu sais. Fait que moi, je pense beaucoup que ça prend une bonne balance entre les deux, entre un bon texte, puis au moins une image qui tient avec ce que tu parles. Puis tout le flafla alentour, là, c'est du bonus, mais c'est de la distraction. Tu sais, tu veux éviter le plus de distractions possible dans tes courriels. Les gens, ils vont souvent ouvrir leur courriel, ils ont 2 secondes, ils se lèvent le matin, ils vont dire « Ah, ça c'est un oui ou c'est un non ». Toi, tu veux être un oui. Parce que si t'es un non, oublie ça. Ils vont t'oublier. Il y a 10 000 autres choses à regarder après. Fait que le headlines est important pour nous. Le contenu texte, promo, l'image qui va être présentée dedans, puis le contour ou, tu sais, c'est plus ou moins important, je te dirais. Après ça, en termes de séquences, nous, on a plusieurs séquences en place. On a une séquence de gens qui abandonnent leur panier. On a des séquences de relance de gens qui abandonnent leur panier à différents moments. Donc, on a 1 heure, 3 heures, 6 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures, avec différents types de promotions pour les inciter et leur dire, bon, ben, c'est ta dernière chance. Il faut que tu achètes maintenant, sinon tu ne trouveras plus. Sur Goth Rider, on est mieux de mettre des choses dans notre panier, mais de jamais acheter. Si tu veux avoir le 30%, c'est ça. Tu vas attendre le dernier courriel. Bon, je vous ai donné un petit truc, là.
Mais Mais est-ce que ça fonctionne bien, ouais, ces relances-là? ouais, En fait, c'est absolument. quoi les courriels de relance qui fonctionnent le mieux site-wide dans tout qu'est-ce que tu fais comme Ben évidemment, marketing par évidemment, courriel? je te dirais que nous, on a, je te dirais, trois principaux types de courriels qui fonctionnent très bien. Un, tu as le courriel de gens qui abandonnent, dans le fond. Ça, c'est le premier. Mhm. Le deuxième, tu as les clients qui sont déjà venus, qui sont enregistrés dans notre base de données, qui vont visiter, encore une fois. Donc, nous, on enregistre la page où ils sont venus voir, puis on leur envoie un courriel qui est relié aux produits qu'ils ont visités automatiquement. Donc, ça, c'est totalement dynamique. Donc, là, on va leur dire, hey, t'as vu ce produit-là? Ben, écoute, on a une promotion pour toi aujourd'hui. T'es mieux de la prendre, tu sais. Fait qu'on a une Mhm. séquence-là. Puis, on a aussi une séquence qui est reliée aux gens. On a une espèce de truc random, une espèce de pop-up sur notre site où les gens ils peuvent gagner un 10% gratuitement et ils remplissent leur courriel. Et là, on leur envoie un courriel avec le code promo qu'ils peuvent utiliser pour acheter. Donc, je te dirais que ces trois séquences-là sont fortes, mais après ça, on a une panoplie d'autres courriels. On envoie des courriels à tous les 2 jours. En fait, j'aimerais envoyer à tous les jours. On a remarqué que depuis qu'on a commencé à envoyer des courriels tous les 2 jours, on a augmenté de plus de 10% les revenus qui sont générés par les courriels. Ça, c'est une énorme augmentation. Avant, je te dirais, avant on était à peu près à 15% des revenus globaux de l'entreprise par courriel. Maintenant, on est à 25%. C'est Je énorme. pense qu'on peut augmenter ça à 35% encore. Donc, il y a encore de la marge. Cette année, j'ai dépensé beaucoup plus. Je me suis aussi entouré d'experts en courriel pour améliorer cette partie-là. Parce que, justement, encore une fois, coût d'acquisition augmente sur Facebook, sur AdWords, c'est super tough à être ranké maintenant comparativement à avant. Donc, il faut trouver des alternatives, puis il faut surtout extraire le jus de ce qu'on a parce que ce database-là, il nous appartient, tu sais, fait que il faut en prendre avantage de ce côté-là. Puis, il n'y a aucun problème à envoyer des courriels à tous les jours. Hein. Ça, faut arrêter de se mettre Ça, dans la c'est tête qu'on exactement dérange ça. les gens, là. On les dérange Ouais. pas. Un autre truc aussi qu'on fait, puis là, je te dirais qu'on est vraiment dedans, c'est tout ce qui est chatbot, dans le fond. Donc Ouais. maintenant, on a commencé à implanter ça, des chatbots, pour faire justement des suivis sur les achats, sur même les gens qui sont intéressés. Donc, les gens qui voient notre post, qui sont intéressés par notre produit, s'ils commentent, maintenant, on leur envoie un message automatiquement. Des fois, un message de rappel, des fois, un message avec un rabais, promo, etc. Donc, on voit aussi une augmentation de ce côté-là parce que ces gens-là, encore là, on les a déjà acquis à travers nos pages ou à travers d'autres façons sur Facebook, fait qu'ils sont présents. Alors là, on est capable de les monétiser aussi. Tu sais. Fait que c'est vraiment un mix de tout dans cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté courriel? Euh, on faisait un truc, on l'a mis sur pause, mais on va revenir, c'est tout ce qui est contenu. Donc, on avait une espèce de micro-blog, on peut dire, sur notre site. Puis, ça faisait partie justement un peu de l'endoctrinement, d'avoir du monde, d'avoir d'autres choses que tout le temps des produits, dans le fond. Donc, c'était quoi les 25 destinations, disons, où les bikers aiment se rendre l'été. Tu sais, des trucs comme ça qu'on Mhm. faisait. Fait que c'est un peu le genre de truc aussi on va reprendre très bientôt. Parce que le contenu, c'est très important aussi. Puis quand je dis de emailer les gens tous les jours, c'est super important. Mais aussi, si tu veux pas marteler toujours la même chose, ben c'est le fun d'avoir du Ouais. contenu différent aussi, là, tu sais. C'est sûr que si à tous les 2 jours, tu es capable d'avoir une offre, puis l'autre journée d'après, une journée sur deux, en fait, tu as du contenu de ton blog ou ce que c'est du morceau intéressant, puis l'autre journée, c'est une offre promotionnelle. Ouais, Mais là, au moins, tu n'étais pas tout le temps en train de dire achète, 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 parce que je suppose que là, ton taux de désabonnement va suivre en conséquence là, si tu te mets ouais, à envoyer à tous les jours. exactement. C'est sûr que tu vas pousser, comme on dit, un peu la note, Mhm. mais je te dirais que ce que tu veux pas, c'est que le taux de désabonnement, c'est pas grave. Parce que les gens qui veulent pas te suivre, ils sont juste pas faits pour toi. Ce que tu veux pas, c'est que
tu sois noté comme du spam par les récepteurs, les Google de ce monde, etc. Parce que là, ton ranking va descendre et qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu risques de tomber dans la boîte spam ou tu risques d'avoir une mauvaise notoriété sur ton courriel. Il y a tout un système de ranking dans le monde du courriel qui est assez complexe. Je rentrerai pas là-dedans, mais c'est une autre raison pourquoi il faut envoyer des courriels à tous les jours. Les gens, ils savent pas, mais si tu n'envoies pas des courriels à tous les jours ou le plus souvent possible, ton positionnement dans les boîtes de courriel aussi, ton espèce de trust que tu as, elle sera pas très grande non plus également. Fait que c'est un autre système, c'est un autre monde qui est pas beaucoup de gens parlent, mais c'est excessivement complexe, mais il y a aussi un mode de ranking qui existe là, qui a un impact directement. Ton nom de domaine. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Puis, Ouais. tu sais, c'est juste, je pense que j'avais vu, c'était une étude de HubSpot, juste le fait de mettre un GIF dans un email, à cause que le poids était trop élevé, à cause qu'un GIF, on s'entend que d'habitude, tu vas avoir 1 meg, 2 meg Ouais. pour une image. Ça baissait la délivrabilité de 20 à 30%. Tu sais, des affaires comme ça que tu le sais pas, tu n'as aucune façon si tu te le fais pas dire, tu n'as aucune façon de le savoir. Monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment important. Là. Exactement. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde disons, qui sont pas tech-savvy, disons, ils le seront pas, là. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit dans notre formation sur le marketing par courriel. En passant, c'est magnifique. Magnifique. All right. Là, je suis curieux, justement, là, avant qu'on reprenne l'appel, je te parlais d'Instagram. Je suis vraiment curieux. Est-ce que tu utilises Instagram? Est-ce que tu as commencé à payer de la publicité sur Instagram? Est-ce que tu t'es fait des comptes d'intérêt? C'est quoi le retour que tu vois avec ça? C'est vraiment une nouvelle affaire que je commence à tester ces temps-ci, puis je suis curieux de savoir comment est-ce que tu l'utilises. Écoute, moi, j'ai monté quelques comptes Instagram. Je te dirais que c'est ma faiblesse. C'est une de mes grosses faiblesses en ce moment. Tout ce qui est marketing par influenceur, c'est ma grosse faiblesse. Je sais que j'ai une très grosse opportunité aussi dans ma niche présentement de ce côté-là. C'est du temps encore. Fait qu'il faut que je me trouve un expert qui va m'aider justement à builder ça. Mais moi, ce que je peux dire, ce que j'ai essayé et ce que je travaille de plus en plus, c'est premièrement, c'est d'avoir mon propre contenu. Donc, ce que je fais maintenant, c'est des espèces de quotes, de memes, trucs comme ça qui sont brandés Gothrider que je poste. Donc ça, j'ai remarqué qu'il y avait une traction qui était vraiment une traction des gens, un échange des gens qui commencent à jouer de ce côté-là. J'ai remarqué aussi que quand tu poses des vidéos sur Instagram, tu as un meilleur retour aussi. Côté publicité maintenant, pour moi, Instagram, ça convertit pas. Quand je fais de la pub directement sur Instagram, ça convertit pas. Ça convertit, disons, sur le retargeting. Mais encore là, il n'y a rien de wow. Il n'y a rien de très gros de ce côté-là. Je pense que ça va changer parce que Facebook veut vraiment monétiser leur plateforme. Je te dirais qu'il y a une guerre en ce moment aussi sur Instagram avec les influenceurs de la part de Facebook parce que ils ne retirent pas assez d'argent. Les influenceurs sont payés par des parties comme moi et toi, disons, pour poster des produits, mais Facebook, il prend aucune cote là-dessus. Mm-hmm. Facebook, leur modèle d'affaires, c'est d'être payé par la publicité et ils veulent vraiment arriver à percer pour eux parce qu'il y a une masse de gens incroyable. Mais les gens ont de la misère. Il y a un mécanisme qui manque qui fait en sorte que il n'y a pas de conversion, il y a très peu de conversions qui se font directement par une pub qui est sur Instagram et qui est redirigée, par exemple, à une plateforme e-commerce, etc. Donc, il y a quelque chose là. Peut-être que la personne, pour le e-commerce, dans le sens que, toi, est-ce que tu fais de la publicité pour être capable d'avoir des leads que tu essaies ensuite de ça de transformer en vente ou c'est directement sur un produit? Donc, nous, on a essayé différentes façons. On a essayé le lead, on a essayé le produit. Puis je te dirais que les résultats sont assez similaires, dans le fond, en termes de résultats. J'ai pas un assez gros retour. Les échos que j'ai, en fait, vraiment, puis qu'est-ce qui marche, c'est vraiment la publicité par influenceur. Donc, il faut vraiment que tu aies peut-être des gens qui ont des très gros comptes, qui vont supporter ton produit, qui vont le taguer, etc. C'est là que tu vas driver de l'argent. J'ai du monde que je connais
qui, eux, dépensent vraiment, disons, 0 cent globalement, mais toute leur énergie, leurs efforts sont faits sur des influenceurs Instagram qui, là, eux, ils vont payer, dépendant de, ça peut partir de 50$ jusqu'à des milliers de dollars qui vont les payer, ces influenceurs-là. Et là, ils vont générer des ventes à partir de là. Ça, c'est leur stratégie. Pardon. Et ça marche bien pour eux. Comme je te dis, pour moi, je l'ai pas essayé, cette partie-là. C'est la partie où je suis encore en exploration. La partie que j'ai essayé, qui est vraiment de la pub directe, soit pour des leads ou soit pour du retargeting ou soit pour la publicité directe sur le produit, pour moi, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Pour l'instant. Je mets pas mes... je dis pas que c'est mort, là, tu sais. C'est un peu comme Pinterest. Pinterest, j'ai investi beaucoup d'argent sur Pinterest. Et encore là, Pinterest, ça ne m'a pas donné le retour sur investissement que je pensais. Et encore là, je pense qu'il faut se positionner. Il faut se positionner comme le client, il faut se positionner comme la personne qui va sur ces réseaux sociaux-là et c'est quoi leurs aptitudes et c'est quoi leurs habitudes de consommation. Puis je pense que si on prend un peu plus de temps et un pied en arrière, peut-être qu'on va trouver le bon angle pour rejoindre ces gens-là quand ils sont sur cette plateforme, sur ces plateformes-là, tu sais. Donc, ça reste en exploratoire présentement. Pinterest, c'est quelque chose qui est dans mon pipeline justement pour qu'on veut tester, pour voir si ça peut fonctionner avec notre entreprise. Instagram, j'ai pas fait de marketing d'influenceurs encore à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs francophones au Québec. Des comptes avec 150 000 en montant ou 50 000 en montant. Ça va être surtout dans le monde de la mode, du make-up, ce genre de choses-là, il y en a. Mais pour tout ce qui est business, c'est assez rare. Il y a Jules Marcoux qui a beaucoup d'expérience là-dedans. C'est un jeune de Québec qui a vendu son livre grâce au influencer marketing. Il était capable de le rendre là, dans les best-sellers sur Amazon.com. Je pense qu'il y a eu le number one spot dans Business Books pendant quelques jours, ce qui est quand même très impressionnant pour quelqu'un que c'est son premier livre qui lance sans maison d'édition. Fait que j'ai jamais fait encore d'influencer marketing. Sûrement qu'on va amener Jules sur le podcast un moment donné pour qu'il puisse nous en parler. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé beaucoup la publicité pour être capable de donner un e-book à quelqu'un. Et moi, je track sa conversion avec son adresse courriel. Fait que je sais pour ma publicité Facebook, c'est quoi le taux de conversion. Pour Instagram, c'est quoi le taux de conversion. Et je te dirais que pour Instagram, ça a doublé mon taux de conversion. Wow! Mon lead est à peu près 30% plus cher à cause que les gens n'ont pas encore l'habitude de cliquer pour s'inscrire à partir d'Instagram. Mais quand ils le font, mon taux de conversion est supérieur. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu des résultats. C'est quand même rentable. Mais encore là, ça varie tellement selon le contexte de consommation de la personne que tu vas rejoindre. Tu sais, quand ça va changer quand c'est du service, quand c'est du produit, quand c'est de l'éducation. Fait que c'est vraiment à tester pour toutes les entreprises. Exactement. Ça, c'est la clé. Je pense que tu mets un point là-dessus. Il faut le tester. Peu importe. Si pour moi, ça marche pas, ça veut pas dire que pour toi, ça marche pas. T'sais. Fait que faut le tester de ce côté-là. Comme je dis, peut-être moi, dans le produit que je vends ou peut-être dans la démographie simplement que je suis. Parce que ma démographie est plus que 35 ans. Je dirais qu'on est pas mal dans le 45-54. Instagram, c'est pas fort dans le 45-54. On sort tout sur Snapchat. C'est ça, surtout sur Snapchat. On n'est pas là pantoute, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a un impact, mais peut-être que si quelqu'un a un produit qui est beaucoup plus large ou qui est peut-être plus ciblé 18-25 ou 18-30, c'est le parfait fit. Peut-être même que c'est meilleur que Facebook. Tu sais, on le sait pas. Faut le tester, tu sais. C'est ça c'est ça le fun aussi là-dedans. Ben oui, parce que toutes les plateformes, c'est tous des outils différents que tu peux prendre, tu peux les essayer. Des fois, ça marche de façon incroyable. Tu sais, comme tantôt, tu disais que au début, tu as commencé beaucoup, tu étais fort avec AdWords, tu as délaissé, tu as essayé d'y retourner, c'était plus pareil. Moi, avec AdWords, je suis pas capable de rien faire. Mais quand que je travaillais, j'ai travaillé avec David Grégoire, justement, dans notre temps chez Voyage d'Arabais. Le budget AdWords qu'on avait était incroyable. Ça n'avait pas rapport, mais ça convertissait comme rien d'autre, à cause que c'est l'industrie du voyage qui est faite comme ça. Mais quand on voulait faire de la publicité Facebook pour vendre un voyage, là, c'était pourri. Mais pour avoir des leads, là, ça fonctionnait.
Fait qu'on restait top of mind pour quand la personne va finir par convertir 1 an plus tard. Tu sais, fait que toutes les plateformes ont un rôle à jouer dans ta stratégie globale. Ils sont pas toutes bonnes, puis tu vas avoir une espèce de mix marketing qui va s'adapter selon qui que t'es. Fait que si je comprends bien, toi, ton expertise, c'est vraiment la publicité Facebook. Mettons que tu commences à faire... Bon, premièrement, on va s'entendre. As-tu des outils, des third-party tools que tu utilises pour gérer ta publicité? J'en ai utilisé, mais je me suis rendu compte que soit que c'était trop cher pour qu'est-ce que ça donnait, ou j'utilisais pas assez. Oui, j'utilise encore, par exemple, Quaya, par exemple, pour créer beaucoup de sub-ad sets, comme on dit, des groupes d'annonces. Des groupes d'annonces multiples, en fait, je veux utiliser un outil comme celui-là parce que ça se fait beaucoup plus vite. Ou si je veux séparer mes intérêts uniques par groupe, dans le fond, ça se fait plus vite avec, par exemple, Quaya que ça se fait avec Power Editor, dans le fond. Puis Quaya, comment est-ce que c'est Q-U-A-Y-A? Donc, c'est QWAYA.com. Parfait. Ça n'a pas la plus belle interface au monde et c'est très vieux. Je te dirais qu'ils ne sont pas très à jour dans leur système, mais pour ce que ça me fait sauver en temps quand je fais des tests ou quand j'essaie de scaler, en fait, d'optimiser ou d'augmenter mon budget avec différentes variations de publicité. C'est un outil qui est très pratique. J'utilise un autre outil des fois pour créer on appelle ça du Dynamic Product Ad, dans le fond, des produits... de la publicité de produits dynamiques là, par produit, c'est ça. J'utilise Adespresso parce qu'ils ont une fonction à l'intérieur qui n'est pas disponible dans Power Editor, que tu peux seulement le retrouver dans les third party, qui me permet d'utiliser mon catalogue de produits et de créer une publicité qui va être très large, en fond, qui ne va pas être pour du retargeting, mais qui va être très large et qui va proposer des nouveaux produits de façon dynamique aux utilisateurs. Donc, tu sais, des fois j'utilise un outil ici et là parce que ça a une fonctionnalité vraiment très particulière qui peut m'aider justement à grandir. Mais de façon, je te dirais... régulière, quand je monte ma publicité, c'est directement à partir du Power Editor de Facebook, où je crée à peu près tout from scratch, dans le fond, puis je build là-dessus, là, dans le fond, par la suite. Je sais pas, peut-être que tu n'as pas eu, à cause qu'ils font un rollout progressif des fonctionnalités, là, mais il y a les tests AB, je crois, qui viennent de rouler dans le Power Editor qui me semble faire la même chose que Quaya. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les différences? C'est plus lent, en fait. C'est plus lent de le faire à partir du Power Editor que de Quaya. Je te dirais j'ai testé les tests AB, tout ça. Facebook, c'est quand même une drôle de machine, un drôle de spécimen parce qu'ils vont te donner quand même beaucoup d'outils qui pensent qu'ils vont marcher, mais souvent ne marchent pas à 90% du temps. Fait que tu te ramasses à retourner à la case départ puis faire les bons vieux trucs qui fonctionnent, dans le fond. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Ils ont toujours ce super feature qui sort, puis t'as l'impression que ça va révolutionner quelque chose, puis finalement, non. Et puis tu te ramasses à faire la même technique. J'ai eu ce sentiment-là avec les Facebook Lead Ads, les Canva Ads aussi. Faut les tester quand même parce que ça se peut que ça marche pour toi. Exactement. Mais, habituellement, t'es mieux avec une bonne vieille campagne de conversion avec une landing page. Ouais, exactement. Tu vois, moi j'utilise à peu près le même principe, le même concept depuis encore là, pratiquement 2 ans et plus. C'est la bonne vieille photo, 1200 par 1200 de taille, avec un lien dans la description, une courte description en haut, puis merci, tu sais, je passe ma publicité en conversion pour l'achat. Une chose que j'ai remarqué, c'est que on a fait des tests récemment parce que Facebook, bon, c'est un peu comme une espèce de roller coaster, un peu comme les montagnes russes. Ça peut marcher très bien pendant 4-5 semaines, puis après ça, il n'y a plus rien qui marche pour zéro raison.
leur support n'est pas capable de l'expliquer. Il y a des milliers d'annonceurs qui ont le même problème, mais eux, ils disent que tout va bien, mais ça va pas bien. Alors là, trouvons l'erreur, mais malgré ça, moi, ça me pousse toujours à essayer des nouvelles choses, des nouveaux angles. Des fois, tu sais jamais, tu peux arriver à quelque chose. Puis, on a remarqué que des descriptions qui sont très longues marchent très bien. Donc, ça veut dire que tu as une photo de produit, puis tu fais une très longue description, puis tu fais une espèce de descriptif qui est très relié aussi au consommateur, tu sais, émotionnel quasiment. Puis ton lien, tu le vois pas dans les 3 premières lignes. Ton lien, il va être en dessous. Il va falloir que les gens cliquent See More. Puis là, les gens, évidemment, s'ils cliquent, ben, ils sont intéressés. Puis ça, j'ai remarqué que Facebook donnait de la traction, puis les clients sont possiblement de meilleure qualité parce que c'est pas juste du monde qui vont cliquer pour aller voir, c'est du monde qui ont vraiment un réel intérêt envers ton produit. Donc ça, j'ai remarqué que ça, c'est un très gros plus dernièrement. Puis évidemment, la publicité par vidéo, pour moi, en ce moment, c'est ce qui fonctionne le plus. La raison est simple, c'est que Facebook favorise la publicité par vidéo et ta portée se fait plus rapidement qu'une simple photo aussi. Donc, tu vas rejoindre beaucoup plus de monde en moins de temps qu'une photo normale prendrait dans le fond. Donc, la vidéo, c'est vraiment clé. Puis faut vraiment pas se casser la tête quand on fait une vidéo. Moi, ce que je fais souvent, c'est des slides et je te dirais même des fois c'est une image fixe puis je change juste le background. J'essaye un paquet de choses différentes, mais j'essaie de garder ça simple parce que c'est moi qui l'a fait la pub, donc j'ai pas beaucoup de temps et je veux que ça rentre au poste puis que je veux mettre la campagne le plus rapidement possible. Tu sais. Puis ce qui est simple, c'est souvent ce qui marche le mieux. Là. Facebook sont très très clairs là, dans le sens qu'ils disent à chaque année dans leur F8 qu'ils vont encore une fois prioriser la vidéo, qu'ils vont s'assurer. Tu sais, d'après moi, dans la tête de Mark Zuckerberg, là, d'ici 10 ans, il y a juste de la vidéo quasiment sur Facebook. Là. C'est vraiment, avec le Facebook Live, les notifications, on dit à tout le monde que là, t'es là. Puis vraiment, là, c'est fou. Sauf que comme que tu l'as mentionné, c'est long faire des vidéos. C'est un engagement qui est beaucoup plus intense que juste faire une vignette 1200 par 628, on s'entend. Ouais. Moi, ce que j'ai essayé, que je teste, qui fonctionne bien, c'est que je vais quand même me forcer pour faire une production de vidéo qui est intéressante, mais ensuite de ça, je vais mettre la publicité dessus pour avoir le plus de gens qui vont la voir. Et dans un deuxième temps, je vais recibler les gens qui ont regardé la vidéo avec une autre publicité qui est, cette fois-là, c'est une publicité avec une image qui amène les gens directement pour une conversion. Parce que si la personne elle a déjà regardé la vidéo une première fois, ben, elle ne va pas nécessairement se donner la peine de la regarder une deuxième fois, là, ton message est passé. Ouais, peut-être qu'elle n'a juste pas eu le temps de convertir, fait que tu relances de même. En tout cas, deux choses que j'aimerais vraiment avoir ton opinion là-dessus avant qu'on se laisse, c'est premièrement, comment est-ce que tu scales tes campagnes pour augmenter ton budget à cause que habituellement, plus que tu mets d'argent, plus que tes conversions te coûtent cher. Fait qu'il faut être prudent quand on scale. Et deuxièmement, comment est-ce que tu fais pour optimiser et faire baisser tes coûts publicitaires dans tes campagnes? C'est des très bonnes questions. Donc, il y a plusieurs stratégies, je te dirais. Il n'y a pas une stratégie unique. C'est une combinaison de tout ça qui va faire en sorte que tu vas arriver à soit l'un ou l'autre. Je te dirais le plus difficile, c'est de faire baisser tes coûts par acquisition. Ça, c'est la chose la plus difficile. Donc, la pire des choses qui va toujours t'arriver, c'est que ça augmente. Mais la question, c'est plutôt comment tu peux la stabiliser, dans le fond. Donc, pour la stabiliser, évidemment, encore là, c'est de l'essai-erreur. Ça va être de l'essai-erreur jusqu'à temps que tu trouves. Maintenant, je pense que je vais commencer plutôt par la méthode comment je scale mes campagnes. En fait, quand je commence toujours avec mon groupe type ou mon groupe, par exemple, d'intérêt type. Ça veut dire que je connais ma liste d'intérêts de base qui regroupe tant de millions. Moi, je regarde toujours par une audience de plusieurs millions, de 8, 10, 12, 13 millions d'utilisateurs. Bon, en fait, pour moi, c'est plus facile parce que je target soit les États-Unis ou l'Europe, dans le fond. Mais quelqu'un qui est plus au Québec, je dirais de regarder dans les centaines de milliers, je te dirais 500 000, 1 million et plus. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand tu es en mode, par exemple, conversion, Facebook, lui, il cherche les gens qui sont plus aptes, par exemple, à acheter ou ajouter à leur panier, etc. Donc, une chose de base qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, il
il sépare les gens selon leurs activités. Donc, lui, il sait, par exemple, si tu es plus enclin à être engagé à travers un post, par exemple, si tu es un gars qui clique, si t'es un gars qui achète, si t'es un gars qui fait juste regarder, un peu comme quand tu vas au marchand, mais t'as toujours le gars qui se promène dans quand tu t'en vas au Mail whatever, tu t'en vas au Mail je sais pas, à Laval, disons, peu importe. T'as toujours le gars qui traîne avec rien, avec sa poussette, ses enfants, puis son cornet de crème glacée, puis c'est le licheux de crème glacée. Il fait les vitrines. Le gars, il rentre dans les mails, mais il achète du jamais. Ben, tu sais quoi? C'est la même chose sur Facebook. Mais l'affaire, c'est que Facebook, il sait c'est qui ce gars-là. Il sait c'est qui ce gars-là, puis il sait que si tu veux avoir juste le licheux de crème glacée, il va te l'envoyer sur BuzzFeed. Mais si tu es le gars qui est sérieux, qui veut acheter, il va te l'envoyer, par exemple, chez nous, chez Gothrider. Tu comprends? Puis après ça, ben, chaque bucket, en fait, chaque silo, dans le fond, va avoir une espèce de poids. Tu sais, dépendant s'il est plus enclin à faire ci ou à faire ça. Tu sais, ils ont beaucoup de systèmes de rating. C'est assez complexe aussi. Donc, par utilisateur, par page, par branding, par URL, par compte, etc. Tu sais, c'est un système qui est assez complexe de ce côté-là. Donc, si on revient un peu à la base, moi, j'ai mon nombre de millions de personnes que je vais cibler. Je m'organise pour avoir une braquette d'âge où je sais que c'est là que le plus de conversions arrive. Donc, par exemple, moi, je sais que c'est 35 ans et plus. C'est à partir de là que je commence à faire le plus de conversions. Tout ce qu'il y a avant, je l'utilise pas tout de suite. Pour moi, c'est pas intéressant parce que ce que je veux, c'est entraîner en fait Facebook à reconnaître les joueurs qui vont acheter, le donner le plus de jus possible parce que Facebook, il se donne un peu une espèce de time frame. On appelle ça une espèce de fenêtre d'attribution, dans le fond. Ça veut dire que entre tel jour et tel jour, ou dans les premiers, dans les 7, dans les 28 jours, Facebook a besoin d'avoir un nombre de conversions pour que leur système en arrière, ils ont un système d'apprentissage, comment on appelle ça, par machine learning. En anglais, c'est plus facile. Et eux, ils vont déterminer justement avec toutes ces idées-là qui sont en arrière, le poids, les utilisateurs, dans quel bucket ils sont, etc. Quelles personnes ils sont mieux de cibler pour que lui, il fasse la conversion requise. Plus que tu en donnes, logiquement, plus que Facebook va t'aider justement à aller chercher encore plus. C'est un peu que faut que tu donnes un peu le gaz. Une fois que le gaz est parti, après ça, Facebook va t'aider. Par contre, il y a une certaine limite à ça. Alors, quand on parle de scaling, c'est que tu peux commencer, par exemple, ton annonce, encore là, tu as mis tes intérêts, ta démographie, là, tu as mis ton budget. Moi, j'essaie de commencer à peu près aux alentours de 35 $ pour commencer par jour. Et là, je mesure. Donc, je me donne une journée. Normalement, je me dis à 35 $. Je connais mon coût d'acquisition moyen. Je devrais aller chercher 1 à 2 conversions là-dedans. Si j'ai mon 2 conversions, magnifique, on est sur quelque chose. Prochaine étape, je ne vais pas augmenter mon budget tout de suite. Je vais faire une duplication, en fait, de ce ad set-là, dans le fond. Donc, je vais le dupliquer probablement 5 fois pareil et je vais voir si je suis capable d'atteindre à peu près la même chose encore. Je vais avoir un ad set qui va me donner encore 2 conversions, un qui va m'en donner 3, un qui va m'en donner juste un. Je vais regarder mon coût moyen, je vais voir si je me tiens là-dedans. Tu changes absolument rien, tu fais juste le dupliquer pour augmenter ton budget sans affecter ton premier ad set. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que Facebook, c'est que dès que tu changes quelque chose dans la ad set, tu ajoutes un intérêt, tu changes l'âge, tu changes le budget, etc., il reset. Il repart à zéro. Il doit recalculer. Le machine learning, il doit recalculer de tout de A à Z pour s'assurer que c'est tout. Donc, il y a un risque à toucher qu'est-ce qui marche. Parce que si tu le touches, ben, peut-être que tu vas perdre le momentum. Et ça, c'est un facteur qui est très important dans la publicité Facebook, c'est le momentum. Tu ne veux pas perdre ce momentum-là. Quand tu l'as, il faut que tu pousses la machine à fond parce que c'est là que tu vas aller chercher le maximum de ventes possible. Donc, après ça, si par exemple, j'ai stabilisé cette partie-là, ce que je l'ai dupliqué.
Je vais évidemment, après ça, après quelques jours, je vais enlever qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mes métriques, si c'est trop cher, si j'ai zéro conversion, etc. J'anéantis tout ça. Et après ça, ben là, je commence à avoir du data. Donc, il y a du monde qui sont venus sur ma page. Et là, ce que je peux commencer à faire, c'est des audiences, dans le fond. Donc, je vais commencer à créer une audience de gens qui ont juste visité ma page. Et de cette audience-là, évidemment, je vais faire une campagne de retargeting directement, de gens qui ont vu et qui n'ont pas acheté. Et on peut faire aussi de gens qui ont vu, qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté. Donc, ça, c'est le genre de campagne que je vais faire. Et avec des petits budgets, donc 5-7 $ par jour, je n'ai pas besoin de plus sur cette campagne-là. Maintenant, l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais créer un lookalike, dans le fond, une audience qui ressemble aux gens qui sont venus sur ma page. Et là, je vais faire une nouvelle campagne encore à 35 $ sur cette campagne-là. Je vais utiliser le même principe. Je vais attendre 2-3 jours. Je vais voir si ça convertit. Si ça convertit, je duplique 5 fois. Je coupe qu'est-ce qui n'est pas bon. Et là, je regarde comment ça se stabilise. Est-ce que ça fonctionne très bien? Oui. Là, ce que je peux commencer à faire, c'est différentes choses. Je peux décider de scaler par nouveau pays. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que si les États-Unis ouvrent bien, je vais ouvrir l'Europe tout de suite. Donc, je vais commencer une campagne en Europe. Ou des fois, vice-versa. Des fois, je peux même faire 2 simultanés. Je peux dire, je lance Europe et États-Unis simultanés. Et ça dépend du budget. Tu sais, ça dépend d'un paquet de facteurs de comment tu es à l'aise ou comment tu connais ton audience. Mais disons, là, j'ouvrirai l'Europe. Donc là, je recommence le même principe. Je refais la même chose. Je vais éventuellement aussi faire un lookalike de gens seulement en Europe parce qu'aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est qu'on peut choisir un groupe de régions, un pays particulier. On peut faire des lookalikes basés là-dessus. Même dans certains cas, Facebook peut utiliser l'information qu'il y a des US pour créer un lookalike sur un pays en particulier. Ça, s'il y a assez de data, il va être capable de le faire. Et encore là, je recommence. Qu'est-ce qui peut arriver par la suite, c'est que je peux décider de dire, ben tu sais quoi, je vais commencer à rentrer du bidding manuel. Parce que ça, c'est une autre option. Tu veux arriver à diminuer ton coût. Tu veux probablement commencer à travailler ton bidding manuel. Donc, tu vas commencer à créer des ad sets, encore là, à différents ranges de bidding manuel. Ça veut dire que tu vas dire, bon, ben, lui, il me suggère le minimum, qui est, je sais pas, 40$. Il va me suggérer le maximum, qui est 50$. Donc, moi, je vais m'en faire 3. Je vais m'en faire un au minimum, un médian, puis un maximum. Un budget qui est quand même relativement acceptable. Donc, je peux aller, par exemple, s'il me dit c'est 40$, je vais peut-être mettre 3 fois le budget. Donc, je vais m'en mettre un à 120. Évidemment, quand on est dans ce range de prix-là, on a un œil beaucoup plus attentif parce qu'on ne veut pas qu'il nous brûle trop vite de l'argent, comme on dit. Et là, encore là, on regarde qu'est-ce qui fonctionne. Si ça fonctionne bien, évidemment, ben on continue. Je joue jamais avec le budget. Comme tu regarderas, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'éviter d'augmenter le budget trop vite. Je vais attendre avant d'avoir assez de data pour commencer à jouer à du budget, à augmenter le budget. Et quand je vois que j'ai une bonne masse, par exemple, une bonne masse, on s'entend 5-10 conversions à un prix qui est très bon, qui est très agressif, là, je vais commencer à augmenter. Mais je n'augmente pas de façon vraiment agressive. Là. J'y vais graduellement. J'y vais par 20-30% de plus ou des fois 10-20$ de plus sur qu'est-ce qui est mon budget. Et là, je vais encore voir. Je vais monitorer, je vais attendre quelques jours. Si je vois que ce budget-là des annonces originales fonctionne bien, je recommence en duplication. Je duplique encore, etc. Par la suite, on appelle ça, c'est une méthode qu'on appelle scale out, dans le fond. Ça veut dire qu'on scale, mais d'une sous-façon. On ne scale plus par l'audience, la largeur de l'audience ou par le budget. On scale par des sous-catégories. Donc là, on va commencer à analyser, par exemple, la démographie, les gens qui achètent, quelle région, etc. Donc, par exemple, si je vois que tabarnouche, toutes mes conversions viennent du Texas. Bon, ben, je vais créer un nouveau ad set, puis je vais faire un 35$, même setup, sauf qu'au lieu de marquer tous les États-Unis, je vais mettre le Texas. Puis là, je vais répéter le même principe. Si ça marche, je duplique, etc. Jusqu'à augmenter à un moment donné le budget si tout est stable. Ça peut être la même chose aussi. Ce que je peux faire, c'est par dire, ben, je vais regarder les opérateurs. Ben, tabarnouche,
encore là, c'est Android qui convertit plus. Bon, ben, je vais créer une autre ad set qui va être juste du Android, encore avec les mêmes trucs. Puis, si tu remarques, je délite jamais ou j'arrête jamais une campagne, à moins que la campagne ne performe pas. Je les laisse toujours tourner. Toujours. Parce qu'il y a une problématique dans Facebook qui est un mystère. C'est que ton attribution, tu sais jamais si l'attribution de cette ad set-là est réellement reliée à cette ad set-là, dans le fond. Tu sais jamais si ta conversion provient exactement. Facebook n'est pas malheureusement très précis de ce côté-là, donc tu sais jamais exactement de où vont provenir les choses. Donc, ce que j'ai remarqué pour appuyer ce point-là, c'est que quand j'ai commencé à un moment donné à scaler beaucoup, j'essayais d'autres modèles. Je me suis dit, tu sais, je ne veux pas juste faire du conversion, je vais faire aussi de l'engagement. Fait que la même image que j'utilisais, je me mettais du post per engagement, et je me mettais un budget là-dessus, puis tabarnouche, mes conversions augmentaient, mais il y avait 0 conversion attachée au post engagement. Fait que là, je me dis, gars, je vais le déliter, on va voir, elle est pas bonne, cette annonce-là, elle me donne rien. Mes ventes ont stallé. Il n'y a rien qui a. Tout est quasiment pas mort dans l'œuf, mais il n'y avait plus rien. Il a attribué les conversions à ton autre groupe. Exactement. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que même Google Analytics n'était pas capable de me le dire. Même Google Analytics n'était pas capable de me le dire. Il me disait, ben, il y avait du trafic qui venait de là. Comment? Ouais, mais si tu sets tes UTM à chaque créatif que tu fais, mais là, ça prend une discipline assez intense pour identifier chacun de tes créatifs. Tout est fait de mon côté. Dans le fond, c'est que les modèles d'attribution de Facebook à Google Analytics, ils changent. Il n'y a pas un modèle unique. Même si tu le tags, il n'y a pas un modèle unique parce que Google, lui, il prend juste le UTM. Fait qu'il y a des softwares, il y a des logiciels qui existent, qui sont excessivement performants. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un matchage parfait. Ils sont capables de prendre le ID directement. Ils se connectent vraiment à l'API de Facebook. Ils prennent le ID de l'annonce. Puis ils sont capables de tracer tout le moment de l'attribution qui est fait du point jour A, par exemple, au dernier jour. Je dirais que ça, c'est beaucoup plus précis. Il n'y a rien de parfait, on s'entend, mais c'est beaucoup plus précis. Tu as un exemple de software qui fait ça? Oui, il y a, par exemple, Attribution App qui existe. Il y a un autre qui s'appelle Wicked Report. Report. Ça, j'en ai entendu parler par le podcast Digital Marketer. Oui, Ryan Dice, exactement. Ouais, eux autres, ils l'utilisent pas mal. Je te dirais que c'est un des tops présentement qui sont là, qui comprennent aussi très bien la réalité des gens parce que souvent, tu as des modèles d'attribution qui sont basés sur des gens qui sont plus, par exemple, sur lead generation ou d'autres trucs. Mais eux autres, ils ont une connaissance réelle sur le e-commerce. Donc, ça, c'est le fun parce qu'ils parlent le même langage que toi, puis ils vont savoir c'est quoi tes endroits un peu plus, je te dirais, où tu as plus de challenge, de défis. Donc ça, c'est un truc, en fait, que j'ai remarqué de ce côté-là, qui est un réel défi parce que des fois, ben, tu as du data, puis ton data, ben, faut que tu... comment je peux dire ça, là? Je vais le dire en anglais, mais que tu guesses, tu sais. Tu guesses de où vraiment ça provient, tu sais. Puis des fois, ben, tu sais, tu peux éteindre un ad set, en fait, dans une campagne, qui finalement, c'était probablement lui qui te rapportait le moins cher, mais tu le savais pas. Fait que, tu sais, c'est des trucs qu'il faut que tu considères. Mais je te dirais que, tu sais, la façon dont que je fais mes campagnes puis que je les scale, c'est souvent ce principe-là. Donc, je scale en largeur, puis je scale aussi horizontal et vertical de chaque côté, tu sais. Okay. La beauté de la joie quand tu es international aujourd'hui, c'est que tu n'es pas limité à un pays, donc tu peux toucher tous les pays, puis aussi les fuseaux horaires aussi. Donc, tu sais, le matin, maintenant, je me lève parce que j'ai commencé à targeter l'Europe, ben j'ai des ventes le matin quand je me lève. Les ventes, ils continuent de 1h du matin à 6h. Puis après ça, ça continue pour les États-Unis, le Canada, etc. Fait que tu sais, c'est en continu. Je suis plus seulement sur un seul fuseau, sur un seul continent. Puis aussi, ce que ça fait en sorte, on parle du coût d'acquisition, mais le coût d'acquisition en Europe ou dans certains pays en Europe est beaucoup moins cher, par exemple, qu'aux États-Unis
Ou, par exemple, en Angleterre, on a remarqué que le coût d'acquisition est peut-être plus cher, mais les gens ils sont plus enclins à dépenser au UK, par exemple, et en Australie qu'aux États-Unis, par exemple, où les gens sont un peu plus cheap. T'sais. Fait que ça donne d'autres types de data, d'autres types d'expériences. Tu peux le dire, on n'a pas vraiment d'audience aux États-Unis, donc on peut dire qu'ils sont cheap, il n'y a pas de problème. Ouais! C'est ça. En tout cas, écoute, c'est quand même assez... j'ai vraiment une masterclass, autant au niveau du commerce électronique, autant au niveau de la publicité Facebook. Je veux dire, merci beaucoup pour ta générosité, pour toutes les informations que tu donnes. Et puis là, toi, tu me parles de pub Facebook depuis tantôt, de dupliquer tes groupes d'annonces pour tester l'augmentation du budget sans affecter l'optimisation. J'ai jamais fait ça. Puis là, j'ai le goût d'aller dupliquer tous mes groupes d'annonces présentement. Là, je pense qu'après notre appel, c'est exactement ça que je vais faire. Vas-y. tu me dirais comment ça a été. C'est bon. Écoute, merci beaucoup. Dernière chose, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet, tes médias sociaux, ton site web? Ben, en fait, ils peuvent me contacter à travers le groupe Shopify Strategy, ça c'est sûr, ou j'ai une page officielle, genre une page Facebook officielle, où ils peuvent me contacter aussi s'ils ont des questions particulières. Ça va faire un plaisir. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parfait. Fait que je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Écoute, merci encore beaucoup pour ta générosité. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Tac, je t'avais dit que c'était malade. Incroyable ce gars, une belle découverte. N'oublie pas d'aller nous laisser un commentaire honnête sur iTunes. Il y a un système de référencement et plus qu'on a de commentaires, plus il va y avoir de gens qui vont découvrir notre merveilleux podcast. Alors, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine.